Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Gallois, directrice de la régie du téléphérique de Grenoble-Bastille. Bonjour Patricia. Bonjour Ariane, bonjour Armelle. Bonjour. Alors Patricia, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours académique, mais également ton parcours professionnel jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui à la régie du téléphérique de Grenoble? Oui, bien sûr. Donc je suis diplômée d'une école d'ingénieurs généralistes, une école parisienne. Et ensuite, j'ai renforcé mes compétences techniques par un IAE capacité de gestion des entreprises, un IAE que j'ai mené par correspondance. Alors j'ai débuté ma carrière après dans le milieu du spatial, puisque j'avais fait option aéronautique dans mon école d'ingénieur. Donc j'ai travaillé pour Ariane Espace et Novespace les premières années de ma carrière professionnelle. Puis en rencontrant et en tombant amoureuse d'un Savoyard, j'ai dû abandonner la région parisienne et en m'installant en Rhône-Alpes, j'ai eu plusieurs expériences enrichissantes, on va dire, dans le domaine de la communication, du commercial et du marketing. En 2008, je suis arrivée à la régie du téléphérique Grenoble-Bastille en tant que chargée projet travaux. Et là, j'ai préparé avec l'équipe qui était en place à l'époque des projets de développement et de valorisation du site de la Bastille. J'ai notamment mené à bien la réalisation et le montage des dossiers de financement pour permettre la création du musée des troupes de montagne, des activités acro-Bastille, de la création d'une salle festive, la salle Lesdiguières. J'ai participé aussi au projet de création de tables d'interprétation qui sont toujours sur le belvédère Vauban. Voilà, donc avec cette première expérience de 5 années, j'ai fait mes armes à la Bastille. Ensuite, suite au décès du directeur de l'époque, j'ai démissionné, je suis partie dans le privé. Et en 2018, quand j'ai vu la vacance du poste de direction de la régie du téléphérique Grenoble-Bastille, j'ai postulé et j'ai été retenue parmi une quinzaine de candidats. Et depuis début 2019, je suis donc directrice de, nous on dit la RTGB, la régie du téléphérique Grenoble-Bastille. Bon, alors, de Ariane Espace au téléphérique de Grenoble-Bastille, manifestement, tu aimes bien ce qui porte vers les cieux. Est-ce que quand même, en revenant à quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, tu peux nous parler de ton quotidien de directrice? À quoi ça ressemble ? Alors, avec des missions très variées qui vont de la technique au commercial, en passant par le management, les RH, la comptabilité, je commence bien souvent mes journées par un passage à la remontée mécanique avec notre chef d'exploitation, où on passe en revue l'entretien du jour qu'il est en train de mener, puisque l'équipe d'exploitation arrive à 7h15 le matin, et moi j'essaye d'arriver vers 7h30. Donc je passe une bonne demi-heure avec l'équipe d'exploitation et le chef d'exploitation quand c'est son jour de travail, à parler de notre téléphérique, des entretiens du jour, de ses évolutions, des problèmes rencontrés. Donc ça, en général, ça me prend jusque vers 9h.
Ensuite, c'est souvent le temps que je consacre aux réunions, de 9 heures à midi, et beaucoup, j'essaye de les mener au sommet de la Bastille, puisque on a quand même un terrain de jeu fabuleux. Beaucoup, pour moi, se font en extérieur ou chez les concessionnaires. C'est des temps, voilà, que je réserve plus aux réunions. Après, sur la pause dominicale, je me partage. J'aime bien dire que sur les 5 jours de la semaine, je consacre 2 jours à faire des déjeuners d'affaires, 2 jours avec plutôt des connaissances, des amis, et puis un jour à faire du sport. Et souvent, quand on dit sport, c'est que je monte à la Bastille en courant. Je m'éloigne pas trop, hein, on sait jamais. Le début d'après-midi, souvent, c'est un temps de partage avec ma responsable du processus vente, communiquer, promouvoir. On a souvent des temps de discussion sur, un coup c'est le commerce, un coup c'est la com, les locations de salles. Voilà, on balaye souvent un point de ce processus. Et je termine souvent ma journée avec ma comptable publique, puisque c'est quelqu'un qui travaille assez tardivement. Et voilà, on aborde nos problèmes de budget, de contrat de travail, de chiffre d'affaires. Voilà un peu comment sont souvent découpées mes journées. Alors, juste pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que tu peux expliquer le statut juridique de la RTGB et les délices de comptabilité que cela implique ? Donc, la régie du téléphérique Grenoble-Bastille est un EPIC de la ville de Grenoble. C'est un EPIC et donc au-dessus de la direction qui est où nous avons les pouvoirs d'ordonnateur. Nous avons un comptable payeur et nous avons la chance à la RTGB de l'avoir en interne. Donc notre comptable public paye et encaisse toutes les dépenses et les recettes de notre société. Et au-dessus donc de ce binôme directeur comptable public, il y a un conseil d'administration composé de 11 personnes, dont 6 élus issus du conseil municipal de Grenoble. Et parmi ces élus, il y a une personne a été élue président, et c'est principalement avec notre président que nous prenons les décisions du quotidien et que nous mettons en délibération les points qui doivent être validés en conseil d'administration. Juste une petite précision pour nos auditeurs, un EPIC, c'est un établissement public, industriel et commercial. Du coup, on a les joies de la comptabilité publique et les joies de la comptabilité traditionnelle, telle que n'importe quel chef d'entreprise la connaît, j'ai envie de dire. Mais l'agilité que nous avons, c'est d'avoir une comptable publique en interne, que nous ne passons pas par la trésorerie municipale pour valider tout ce qui est encaissement et décaissement. Et en termes d'offres de services, du coup, la RTGB, ce n'est pas uniquement les jolis œufs sphériques. Tu parlais de salles, de location. C'est quoi le terrain de jeu donc de cette activité ? Alors à la RTGB, on a 2 missions. La première, c'est d'entretenir et d'exploiter le téléphérique. Ce téléphérique est âgé. Il possède des véhicules que nous entretenons nous-mêmes avec notre personnel. Demain, alors moi, j'appelle pas ça des œufs, j'appelle ça des bulles. Moi, c'est des œufs depuis que je suis toute petite, quand je passais dessous. Les œufs de Pâques. Désolée, Ariane. Avec les jolis nœuds. Nous, c'est plutôt des bulles qui s'élèvent vers le ciel, voilà. Pas de problème, on se comprend et ça reste ces véhicules mythiques. Ils sont au bout de 12 000 heures, une bulle, elle doit sortir du câble pour être complètement révisée. 12 000 heures, c'est environ 3 années et demie d'exploitation. Donc régulièrement, une bulle sort du câble pour être complètement démontée, partir à l'inspection et ensuite être remontée avec des matériaux neufs. Tout ce qui est bois, plexiglas, aluminium est changé. Et tout ça, c'est fait en interne dans notre atelier à la Bastille, à la régie du téléphérique. Donc, ça fait vraiment c'est une partie très prenante de nos missions d'entretenir et d'exploiter le téléphérique de Grenoble. Et la deuxième, c'est d'entretenir, d'exploiter et d'animer le fort de la Bastille. Et comment nous réalisons cette deuxième mission ? Nous avons des concessionnaires, nous avons 6 concessionnaires principaux
sur des activités de restauration sportive et culturelle. Et nous avons également des salles festives, 2 salles festives, dont nous assurons la commercialisation et ensuite l'exploitation. C'est-à-dire que nous faisons les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, nous accueillons les prestataires. Et voilà, tout ceci est fait en interne par la régie du téléphérique. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est ce domaine très très varié. On fait aussi bien de la technique, on va graisser une poulie, on va réfléchir pourquoi il y a un nouveau bruit dans le moteur, on va regarder pourquoi un contrepoids dévie de son trajet habituel et j'en passe puisque les listes sont bien longues. On fait du management, on fait du commercial. Là, on vient de changer de billetterie et on met en place un nouvel ERP, une nouvelle CRM. Et voilà, c'est vraiment un domaine d'activité très très varié et passionnant avec beaucoup de contacts humains. Et voilà, c'est ce qui me plaît sur ce poste de direction à la RTGB. Et en termes de challenge, de défis, quels sont-ils? Quels sont ces challenges que tu dois relever depuis que tu es à ce poste? Est-ce que ce sont plutôt des challenges techniques, des challenges organisationnels, managériaux? Est-ce que tu peux nous le préciser? Le premier, c'est la sécurité. On doit on doit proposer une remontée mécanique 100% safe. J'ai pas le droit à l'accident. Donc, petit 1, c'est la sécurité. Petit 2, c'est l'équilibre budgétaire de notre société. On est quand même 17. On sort de 2 années complexes. Donc, mon premier challenge à court terme, si je puis dire, c'est de retrouver une fréquentation et des chiffres d'avant Covid pour équilibrer la structure. Puisque sur 2020 et 2021, nous avons perdu de l'argent avec des périodes de fermeture et avec l'absence de touristes étrangers. On a fait 2 années en retrait. Et ensuite, à moyen terme, alors aussi à court terme, on doit maintenir le bon fonctionnement de cette machine. Donc, il faut, en plus de veiller à la sécurité et à l'embarquement de nos passagers, il faut que cette machine, elle ait 0 minute d'arrêt pour panne. Je peux pas me permettre un arrêt pour panne. Donc, il faut en même temps, voilà, gérer toute cette partie technique d'une machine dont certaines composantes ont l'âge du téléphérique, soit plus de 80 ans. Et puis ensuite, à moyen terme, moi, je souhaiterais rendre accessibles les derniers espaces non ouverts à la Bastille. Il y a encore dans ce fort militaire des casemates non restaurées et j'aimerais que tous nos visiteurs puissent les visiter, puissent venir admirer ce qu'ont construit nos ancêtres. J'ai aussi quelque chose entre le court et le moyen terme, c'est stabiliser nos concessionnaires à la Bastille. On a sur l'activité de restauration ou l'activité de l'Acrobastille des changements qui, à mon goût, sont un peu fréquents. Alors, c'est suite aux difficultés financières qu'ils rencontrent, mais j'aimerais stabiliser une économie sur le site de la Bastille. Et sur 2022, on lance un gros programme de travaux. Donc, c'est aussi un challenge pour moi déjà de les mener à bien dans le temps imparti, qui est très court, en lien entre nos partenaires et les ABF, puisque le fort de la Bastille est du patrimoine inscrit au patrimoine des monuments historiques. Donc, c'est des dossiers complexes à monter pour à la fois respecter des coûts et un aval des ABF. Tu as dit tout à l'heure que le téléphérique avait 80 ans. Est-ce que tu sais si c'est le plus vieux ou l'un des plus vieux téléphériques, voire remontées mécaniques de France ? Alors, par exemple, notre pylône est d'origine. Donc, le pylône date de 1934. Donc, oui, dans ce cadre-là, ça en fait, pour cette partie-là, une des plus vieilles de France. Puisqu'aujourd'hui, en station, aucun pylône ne date de cette année-là. Oui, je crois qu'en moyenne, tous les 30 ans, les remontées mécaniques sont changées en intégralité, sachant que tous les 15 ans, il y a à peu près 81% d'une remontée mécanique qui est changée lors de ce qu'on appelle les grandes visites. Les grandes visites, voilà.
qui, du coup, on en a aussi à Grenoble, des grandes visites, mais tout n'est pas changé manifestement, puisqu'on a un pylône qui est encore là depuis quelques années. Non, mais il fait son office, donc il n'y a aucune raison de le remplacer. Par contre, les automates ont été changés en 2016. Le moteur, il est changé tous les 5 ans. Enfin, il y a quand même, mais les contrepoids une partie des contrepoids sont d'origine. Les 116 tonnes de béton enfermés en gare supérieure sont d'origine. Pour partie, hein, ils ont été ensuite complétés. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote d'une situation un peu incroyable que tu as vécue depuis que tu es à ce poste? Alors vous vous souvenez sans doute que le Tour de France est passé à Grenoble en 2021. Il est passé, donc le tracé, le départ de quand Grenoble était ville-étape, c'était à quelques mètres du téléphérique, et donc le peloton s'élançait sous le téléphérique. Et sur un brainstorming avec mon fils, on a imaginé que les bulles soient arrêtées. Les bulles, on a imaginé, puis on l'a mis en scène et on l'a exécuté. Elles ont été arrêtées au-dessus de la route où passaient les coureurs. Et sur les bulles 1, 3 et 5, on a descendu des cyclistes sur leur vélo, un maillot jaune, un maillot à pois, un maillot vert. Bon, c'était mon fils et ses amis, hein, puisque l'idée venait un peu de lui. J'ai la chance d'avoir dans mes connaissances un pilote d'hélicoptère, donc je sais si l'hélicoptère du Tour de France prenait la photo, je savais qu'elle ferait le tour du monde. Et voilà, on a fait du France 2, puis on a été relayé jusqu'aux US, au Danemark. Enfin voilà, on a fait le tour du monde avec cette image des cyclobules qu'on a dénommé après les cyclobules. Sur le départ de l'étape Grenoble Bourdoisan, je crois, je sais plus la ville d'arrivée, mais voilà, sur l'étape de Grenoble en 2021 quand le Tour de France est passé. Donc ça, c'était un grand moment parce que les cyclistes étaient en place 20 minutes avant le départ, puisqu'il fallait pas rater. Ça dure quand le peloton passe sous les bulles, ça dure 10 secondes. Hein. Donc il fallait être en place 20 minutes avant pour sécuriser le moment. Évidemment, j'avais mis mon fils suspendu à la bulle du milieu. J'ai 2 enfants et ma fille était dans une autre bulle en train de prendre des photos pour vivre l'événement de l'intérieur, mais c'était quand même quelque chose qui ne s'était jamais fait. Donc j'avais mon cœur qui battait puisque j'avais j'avais tous mes enfants suspendus au-dessus de la route de Grenoble. J'attendais que l'hélicoptère arrive. En même temps, sur le quai, ils avaient mis de la musique, donc tout le monde commençait un peu à se trémousser et je me demandais si l'hélicoptère allait passer. Bon, j'étais sûre que les vélos tiendraient. Hein. On avait fait quand même une note de calcul. Il n'y avait pas de débat sur le sujet, mais voilà, j'étais stressée, mais j'étais tellement heureuse quand j'ai vu que tout s'est déroulé comme on l'avait imaginé lors d'un apéro. Bon, comme quoi les apéros, ça peut être sympa pour travailler. C'est très créatif. Effectivement, puis quand t'as tout ce qui compte le plus au monde qui est suspendu à un câble, t'es quand même t'es assez sereine par rapport au câble, n'est-ce pas? Voilà, donc mais l'accident zéro n'existant pas, ça procure un minimum de stress quand même. Alors, bon, du coup, je passe d'une question de maman à une question de chef d'entreprise. Tu évolues dans un milieu qui est éminemment masculin. Dans le milieu du transport par câble, en France, il y a moins de 5 femmes qui occupent Oui. des postes de direction comme le tien. Quel conseil tu donnerais à une jeune personne qui souhaiterait faire un jour ce métier? Si elle a envie, si elle a cette passion, parce que j'ai quand même une passion pour les remontées mécaniques, j'en ai 2, hein, celle pour le spatial et une deuxième pour les remontées mécaniques. Si elle est passionnée, si elle a un minimum de connaissances, de pas hésiter, de postuler, de savoir tout le temps se remettre en question, parce qu'on vous fait aucun cadeau, hein. Et quand je dis une bêtise sur un corps de la remontée mécanique, on me le fait bien remarquer. Donc tout le temps bûcher, moi j'ai tout le temps un petit mémo sur notre remontée mécanique. Dès que j'oublie une donnée, je vais tout de suite consulter ce mémo pour pas avoir d'absence si on me questionne. Donc de bûcher, de travailler, et si c'est une réelle passion, il n'y a pas de raison de pas décrocher ces postes qui sont passionnants, certes dans un milieu d'hommes, mais c'est moi voilà,
j'essaye de pas faire forcément de différence avec le fait que je sois une femme dans ce milieu d'hommes quand je veux parler remontée mécanique. Alors, l'industrie du tourisme a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quelles sont les évolutions que tu as pu remarquer, puisque là, on n'est pas sur un territoire de montagne, sur une montée mécanique en station Bien de sûr. ski. Comment toi, à ce poste d'observation de la Bastille à Grenoble, tu as regardé, tu as vécu ces 10 dernières années au niveau du tourisme? Alors, je sais pas si je dirais ces 10, Ariane, mais ces dernières années, on a vu qu'on touchait beaucoup un public de proximité. Ouais. Donc, nous, on s'attache du coup à développer des animations, à développer de la communication qui parle à ce tourisme de proximité. On sait aujourd'hui que le parcours client est quelque chose de très important, donc c'est pareil, on essaye d'en tenir compte et de développer le parcours client adapté aux mœurs d'aujourd'hui, donc forcément avec du digital, et ça c'est quelque chose qui se faisait pas avant. Aujourd'hui, il faut aller toucher notre client dès la première idée. Si la moindre idée de vouloir venir à la Bastille, il faut qu'on aille le toucher à ce moment-là. Aujourd'hui, forcément, c'est un tourisme plus, on va dire, plus éco-responsable. Donc notre montée mécanique se prête à se mettre en avant pour proposer un tourisme éco-responsable, un tourisme qui a du sens. Voilà, c'est l'évolution que j'ai vue dans le tourisme, et je trouve qu'à la Bastille, on a tout pour plaire à ces nouvelles pratiques du tourisme. Et du coup, comment tu vois le futur du tourisme, ou comment tu aimerais qu'il soit dans les 10 prochaines années ? Qu'il soit respectueux de cette nature, puisqu'à la Bastille, on a un petit écosystème. Donc moi, ce que je souhaite, c'est faire venir les enfants, les plus jeunes enfants avec les écoles, pour que leurs enseignants leur fassent découvrir tout cet écosystème de la Bastille. On est la petite montagne de Grenoble, donc avec le bivouac qui se crée cette année, on va pouvoir dormir à la Bastille. Donc c'est quelque chose qui me ravisse. C'est des choses qui me ravissent, puisque les enfants vont pouvoir passer une nuit sous les étoiles peut-être leur première nuit sous les étoiles à la Bastille. On a créé dans la salle Orsac une explication assez sommaire du fonctionnement d'une remontée mécanique. Donc, si on peut expliquer, pareil, aux plus jeunes comment fonctionnent ces mobilités douces, voilà, expliquer, partager et provoquer après chez des adultes ce qu'on peut dire le waouh. J'en serais ravie si des adultes qui viennent ne serait-ce que 100 km de chez nous, ou qui viennent de l'autre bout de la France, ont un waouh quand ils arrivent à la Bastille, puisqu'on voit quand même du Mont Blanc jusqu'à l'Aubiou. On a un panorama avec tous ces massifs qui nous entourent en toute saison, complètement fabuleux. Donc voilà, entre enseigner aux enfants, développer le waouh, et puis donner du plaisir peut-être en se ressourçant pour les autres. Voilà, c'est ce qui m'anime quand j'accueille les touristes, où je prépare leur voyage et que nous les accueillons ensuite au téléphérique et à la Bastille. Merci beaucoup Patricia Gallois d'avoir été notre invitée. Voici le message clé à retenir de cet épisode. Mesdemoiselles, avec du travail et de la passion, on peut tout faire, y compris travailler dans le milieu éminemment masculin qui est l'exploitation des remontées mécaniques, ou suspendre son fils sur un vélo sous une bulle après un apéro brainstorming. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain, où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.